Monsieur le Président de l'Académie géopolitique de Paris, Mesdames et Messieurs, membres de l'Académie, du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, d'abord je remercie le Président de l'Académie géopolitique de Paris pour m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce très grand projet de nouvelle route de la soie en ce moment dramatique de l'histoire où l'on pourrait croire autrement qu'il n'y a aucune alternative à une nouvelle guerre mondiale. Le thème de ma présentation est « La paix en Ukraine passe par la nouvelle route de la soie ». Cela veut dire qu'il n'y a pas de sortie possible à cette crise sans un changement profond de l'ordre mondial. Et là, je vais dans le sens de M. Rasbin. Changement politique d'abord, car la crise ukrainienne n'est que l'aboutissement de la politique adoptée par les puissances dites victorieuses de la guerre froide, le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier, visant à réduire la Russie à sa plus minime expression et à tout faire pour empêcher l'émergence d'une nouvelle grande puissance rivale. C'est ce qu'écrivent explicitement les néoconservateurs du projet pour un nouveau siècle américain dans leur document de l'an 2000 pour reconstruire la défense des États-Unis. Tant qu'on ne changera pas cela, ces groupes nous conduiront dans une escalade militaire et ils sont prêts à aller au seuil même du nucléaire. C'est pour obliger ces puissances nouvelles à capituler. Mettre fin à la crise ukrainienne implique aussi un changement fondamental dans l'ordre économique qui a conduit le monde au bord du gouffre en 2007. Mettre fin à la crise ukrainienne implique aussi un changement fondamental de l'ordre économique qui a conduit le monde au bord du gouffre en 2007. La faillite de l'Ukraine illustre l'effet néfaste des politiques de pillage financier imposées par les puissances occidentales à ce pays, ainsi qu'au reste du monde. L'ouverture à l'ouest de l'Ukraine en 1991 s'est traduite par une chute de sa capacité industrielle, de sa production des machines-outils, de sa recherche, un appauvrissement général du pays. L'accord de libre-échange qu'elle vient de signer avec l'Union européenne aggravera cette tendance, faisant de l'Ukraine un simple exportateur de matières premières. Comment pourra-t-elle, dans ces conditions, payer une dette extérieure de 140 milliards de dollars? La crise ukrainienne a révélé que ni l'Union européenne, ni la Russie étaient à même, chacune de son côté, d'apporter ce type d'aide à l'Ukraine. La Russie est en meilleur état aujourd'hui que l'Union européenne, mais elle est impactée par la crise occidentale et ses hommes d'affaires surtout sont contaminés par l'économie des casinos occidentales, comme le révèlent les énormes sommes d'argent russe placées dans les centres offshore. Alors que faire? Résoudre la crise ukrainienne implique donc changer l'ordre du monde. Mais n'est-ce pas trop tard? Ne sommes-nous pas déjà dans une guerre mondiale larvée? Malgré les immenses dangers, trois choses nous permettent d'être optimistes. Premièrement, l'effondrement possible de l'économie transatlantique qui ouvrirait la voie à de vrais changements. Deuxièmement, la stratégie de nouvelle route de la soie de la Chine, rejointe désormais par le projet eurasiatique de Vladimir Poutine, ainsi que par l'Inde de Narendra Modi. Troisièmement, la révolte contre Obama qui s'est traduite ces derniers jours par une union sacrée autour de l'Argentine, attaquée par la justice américaine et les fonds vautours. Et je propose qu'on ait une petite pensée, c'est pour la réunion de l'OEA qui a lieu actuellement à New York, où il y a une véritable révolte contre Washington. Revenons d'abord sur les propositions chinoises. Ce qu'a proposé Xi Jinping dans un discours prononcé au Kazakhstan le 7 septembre dernier est de recréer en version moderne les anciennes routes de la soie reliant la Chine à l'Europe en passant par la Russie, l'Asie centrale, l'Asie de l'Ouest. Vous avez un petit papier avec les tracés des routes de la soie. Chacun connaît le rôle extrêmement bénéfique qu'ont joué ces anciennes routes de la soie à partir de 200 ans avant Jésus-Christ dans la promotion des échanges commerciaux, scientifiques et culturels dans l'espace eurasiatique. Mais après le 7e siècle, lorsque le pouvoir chinois s'est déplacé vers le nord,
les échanges se sont faits principalement par les routes maritimes. Xi Jinping propose donc aujourd'hui de rétablir les routes continentales, mais avec des corridors d'infrastructures modernes de transport, communication, canalisation, projets d'aménagement d'eau et d'énergie. Au-delà des simples routes, il s'agit, dit Xi Jinping, de créer une zone économique de la route de la soie, permettant donc d'amener la prospérité à ces pays qui sont aujourd'hui enclavés et de créer avec l'Europe en même temps le marché de développement économique le plus vaste du monde avec 3 milliards de personnes. Ce projet de nouvelle route de la soie avait déjà été discuté par les autorités chinoises lors d'une très grande conférence internationale qui avait été organisée à Pékin en 1996. À cette époque, la présidente de mon institut, l'Institut Schiller, Helga Zepp-Larouche, avait contribué à ce projet qui s'est appelé aussi le pont terrestre eurasiatique. Mais depuis, Xi Jinping en fait sa priorité et sa stratégie pour promouvoir la paix par le développement économique en Eurasie. Le 13 septembre 2013, c'est à l'Organisation de la coopération de Shanghai que Xi Jinping a présenté son projet, incitant celle-ci à ajouter la coopération économique à ses objectifs de lutte contre l'insécurité pour éliminer le trafic de drogue qui infeste la région depuis l'Afghanistan et qui nourrit les groupes djihadistes. Par la suite, au mois de mars dernier, c'est à une Europe dévastée par la crise et le pessimisme et secouée par les dangers de la crise ukrainienne que le président chinois a proposé son projet de paix par le développement et par la culture. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects de cette tournée, juste assez pour signaler une qualité nouvelle dans ce dialogue que nous devons regarder aussi d'un œil nouveau. La caricature de la Chine en empire s'étant enrichie sur le dos de sa main-d'œuvre low cost et prête à faire main basse sur toutes les richesses du monde a vécu. Nous avons vu un Xi Jinping respectueux de la culture européenne, admiratif de la grande culture classique allemande, Bach, Beethoven, Schiller, et faisant appel à Victor Hugo en France pour plaider pour un monde où l'harmonie se nourrit du multiple. Nous avons vu un Xi Jinping arriver non en conquérant, mais en partenaire d'un développement mutuel. En France, en Allemagne, il s'est rendu au point d'arriver des anciennes et de nouvelles routes de la soie, montrant très concrètement comment cette stratégie peut se traduire par des échanges accrus d'intérêts mutuels entre l'Europe et la Chine. En Allemagne, Xi Jinping s'est rendu à Duisbourg, au cœur de la Ruhr, où arrive 3 fois par semaine le train de Chine ramenant et repartant avec des marchandises. Les échanges y atteignent déjà un niveau assez important pour qu'il faille ouvrir un consulat de Chine sur place et surtout pour que de très grandes compagnies chinoises, Hisense, Huawei, qui s'étaient installées à Londres, déménagent leur siège de Londres à Düsseldorf. 8200 entreprises allemandes travaillent déjà en Chine et 2000 entreprises chinoises sont installées dans ce pays. En France, on le sait, il y a eu pour 18 milliards de contrats signés. Soulignons qu'il s'agit là, pour beaucoup, d'accords de partenariat. L'achat de 1000 hélicoptères à Airbus Hélicoptères se fait via un partenariat industriel. Partenariat aussi avec l'État français pour redresser PSA. La famille Peugeot perd un peu de contrôle, certes, mais l'accord donne à PSA en retour un accès à l'immense marché chinois et asiatique. Très important aussi la décision de la BPI, Banque publique d'investissement, et de la China Development Bank d'accompagner un Sino-French Fund de 400 millions de dollars de Cathay Capital qui investira dans les entreprises à taille intermédiaire en France, en Chine et même pour 20% en Allemagne. Notons aussi en France l'appel de Xi Jinping à nos meilleures traditions historiques, coïncidant avec des moments forts dans nos relations avec la Chine. La France de De Gaulle, premier pays avancé à ouvrir des relations avec la Chine il y a 50 ans. La France du XVIIe siècle, où à partir de Lyon sont parties les missions des jésuites scientifiques, organisées par notre grand Colbert et par Leibniz, pour enseigner les sciences aux empereurs de Chine. Ce fut la contribution française au grand dessein proposé par Leibniz à Pierre le Grand et à l'empereur Kangxi de Chine pour promouvoir les échanges entre les pays les plus développés aux deux extrêmes, c'est de l'Eurasie, la Chine et l'Europe,
assurant la prospérité à l'ensemble de cet espace eurasiatique et développant la Russie entre les deux. Depuis, la Chine a proposé au mois de mai de relier les capitales africaines par des TGV et de lancer une ligne ferroviaire à partir de la Chine pouvant passer par le tunnel sous le détroit de Bering, construite conjointement avec la Russie. Le professeur Wang Menchu de l'Académie chinoise d'ingénierie résume les 3 axes ferroviaires prioritaires du pays. Une ligne eurasiatique se divisant en 2, l'une passant par le Kazakhstan et l'autre par la Russie, une autre ligne vers l'Allemagne, traversant le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran et la Turquie, et une ligne transasiatique allant de Kunming à Singapour. Entre-temps, la politique de sanctions d'Obama à l'encontre de la Russie a renforcé ce dessein, obligeant la Russie à aller beaucoup plus loin dans sa collaboration avec le projet chinois et à renforcer ses propres initiatives en Eurasie. Construction d'un réseau de gazoducs, modernisation du transsibérien et de la magistrale Baïkal-Amour. Le méga-contrat gazier signé à Shanghai en mai dernier par la Russie et la Chine pour l'achat de 38 milliards de mètres cubes de gaz a été une très grande percée aussi de ce point de vue. Plus intéressant, il ne s'agit pas là d'un partenariat à deux, mais d'une politique asiatique qui intéresse tous les pays de la région, y compris le Japon. Ce dernier, aux grandes dames d'Obama, négocie discrètement des contrats avec la Russie. Au lendemain de la signature du contrat gazier, le président chinois a pris la présidence tournante de la SICA, une organisation qui rassemble 28 pays asiatiques et qui exclut les États-Unis, et a annoncé sa volonté de créer une nouvelle architecture économique asiatique, thème qu'ils ont aussi avancé avec Vladimir Poutine. Très important pour assurer le financement de ce très grand projet dans un univers en crise où les banques ne prêtent plus aux activités économiques est le concept d'approche intégrale promu par le PDG de Rosneft et proche collaborateur de Poutine, Igor Sechin. Il s'agit de promouvoir des programmes d'investissement conjoints sur toute la chaîne technologique, exploitation, infrastructure, raffinage et transport d'hydrocarbures. Le méga-contrat gazier avec la Chine est de ce type puisque les deux pays développeront ensemble les champs gaziers et les pipelines de part et d'autre du territoire. Venons-en maintenant à la question des financements. La Chine a proposé dimanche la création d'une banque asiatique du développement des infrastructures pour financer les grands projets en Asie-Pacifique dans un contexte où les fonds de la Banque mondiale et de la Banque de développement asiatique sont loin de satisfaire l'appétit du développement, a dit Jin Likun du ministère chinois des Finances. Ce projet, discuté de longue date avec les partenaires asiatiques, est aussi ouvert, et c'est très important, aux États-Unis et à l'Europe. C'est une très bonne chose, mais est-ce que tout ceci peut fonctionner au sein de l'ordre monétaire actuel dont les centres sont la City de Londres et Wall Street? Non. Cet ordre est tout d'abord au bord de l'effondrement, comme l'était l'URSS à la veille de la chute du mur. Et même s'il arrivait par quelques circonstances à survivre, il est fondamentalement hostile aux grands projets industriels et infrastructurels à long terme. Il est donc temps que les États reprennent le contrôle des flux de financement pour les orienter vers ces grands projets créateurs d'avenir et d'un futur pour le peuple. De ce point de vue, nous notons avec grand intérêt les initiatives de notre ami Sergueï Glaziev, conseiller auprès de Vladimir Poutine, pour dé-offshoriser les capitaux russes, pour ramener ces quelques 500 milliards de dollars en Russie, où ils pourront reconstruire la base industrielle d'une Russie que l'oligarchie occidentale a voulu reléguer à un pays exportateur de matières premières. Quant à notre Europe, elle ne pourra rien faire de significatif au-delà des contrats signés au compte-gouttes si elle ne se réforme pas fondamentalement. Il faut déclarer forfait à un système de l'euro conçu uniquement pour les plus grands profits des banques et qui a décimé nos capacités industrielles et nos emplois pour retrouver une Eurasie gaullienne de l'Atlantique à la mer de Chine où chaque nation retrouvera sa souveraineté au sein d'une Europe de patrie et de projets. Enfin, je sais que derrière la tête d'un certain nombre d'entre vous, il y a une petite crainte. 1 milliard de Chinois, et nous, et nous, et nous. Allons-nous disparaître engloutis par cet ensemble eurasiatique? Je voudrais conclure avec cette citation très poétique de Xi Jinping lors de la commémoration du 60e anniversaire du jour où, avec l'Inde et la Birmanie, la Chine avait proposé les 5 principes de coexistence pacifique.
Le ciel, la terre et le monde sont assez grands pour assurer la prospérité à tous les pays. Tout comme l'eau qui monte soulève tous les bateaux et que plus d'eau dans les tributaires crée une rivière plus grande, tous bénéficieront d'un développement de tous. Voici donc les conditions pour une sortie de crise pour l'Ukraine, à la fois parce que la route de la soie passe par l'Ukraine physiquement, mais aussi parce que ça permettra de changer le climat international vers un climat de paix et de développement. Merci bien, chère madame.